Attends, je dis des bêtises. T'es parti. Non, t'es à un fois 100. C'est Ouais, encore c'est plus ça. impressionnant. Ouais, ouais, c'est encore plus Ouais. impressionnant. Non, Donc j'ai mis toutes mes économies que j'avais. Pour info, je cumule jusqu'à 3 emplois. Promotion de mon livre qui crée l'argent. 77 avis, je crois. 1000 ventes depuis 1 an et demi. C'était la stratégie Shad. Donc tu Salut à accumules. tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Elliot. Je lui ai proposé d'intervenir sur ma chaîne, de l'interviewer et en l'occurrence, d'un point de vue de timing, c'est plutôt pas mal parce que, eh bien, Elliot a rejoint mon programme Fast Track Investor récemment. Cette occasion, du coup, j'ai eu la joie de pouvoir le rencontrer. Échanger avec lui, il connaît d'ailleurs d'autres membres de ma communauté privée Youmento. Notamment, je pense, Paul-Antoine et peut-être bien aussi à Rémi. Oui, ouais, Ouais. complètement. Ouais, bien sûr, puisque tu es en Estonie. On aura l'occasion aussi d'en parler. Et Elliot est investisseur, un jeune investisseur avec déjà un beau track record. Il a connu aussi le Bull Run 2020-2021 et avec euh, ben, on peut dire des résultats qui ont été assez extraordinaires, des hauts et des bas. Mais même le bas au final est quand même très très bon. Et donc aujourd'hui, on va parler à la fois de ton parcours, de ce que tu fais, et on va parler bien sûr du marché crypto et de ce que l'on est en train de vivre en ce moment avec je crois qu'on peut le dire maintenant qu'on est en bull run. Ça, Je il y pense, avait ouais. encore des doutes, il y en avait encore certains, notamment Alex de Cointips, qui restait sur la réserve, et je peux le comprendre. Mais je pense que là, on peut dire qu'on est en bull run. Voilà. Après, il faut quand même rester prudent. Le marché peut être extrêmement piégeux, et on va parler de ça ensemble. Donc, merci Elliot d'avoir accepté, d'intervenir sur ma chaîne. Très heureux de te retrouver. Et puis, c'est un exercice dont tu as l'habitude de l'écran, puisque tu as toi-même ta chaîne YouTube. Je C'est mettrai ça, d'ailleurs complètement. le lien en haut à droite. Je vous invite à aller découvrir sa chaîne pour notamment plus de contenu euh, sur l'investissement. Et faut dire que c'est le sujet chaud du moment, mais aussi la crypto. Suite à cette longue introduction de ma part, est-ce que tu veux bien te présenter un peu plus au-delà de ce que j'ai déjà teasé de mon côté? Ouais, complètement. Bah, déjà, merci pour l'invitation. Concrètement, moi, dès, on va dire, 14 15 ans, je cherchais à investir, même si j'avais pas d'argent. Donc, j'avais commencé dans les paris sportifs, je pariais à l'étranger. J'essaie toujours ce côté optimiser quelque chose qui existe déjà. Et enfin, je suis tombé un petit peu dans les crypto-monnaies par hasard, parce qu'il y avait Asher à l'époque qui faisait des paris sportifs à l'étranger, des trucs comme ça. Il en parlait un petit peu. Et je me rappelle d'une vidéo, je crois que c'était Ethereum à 7 dollars. Mais j'étais encore mineur à l'époque. Et du coup, je m'y suis intéressé. Et c'était assez compliqué. Il n'y avait pas forcément de contenu sur YouTube, etc. Donc, c'était un peu milieu geek. Enfin bref, les crypto-monnaies, on s'y intéresse, on oublie 6 mois, on y revient. Le truc, il a fait x10. C'est un peu comme ça qu'on vient aux crypto-monnaies. Tout le monde va y venir, mais c'est juste une question de temps. Et donc, je continue à faire mes études tranquillement. Je suis allé jusqu'à un bac plus 5 et je suis parti à 1 mois de la fin parce que je gagnais suffisamment. On était en plein bull run et c'était un peu en mode bon, j'ai pas besoin de ce diplôme pour réussir. Euh, et du coup, je me suis expatrié directement, c'était en 2021. Donc, j'ai commencé à investir sérieusement 2019 en crypto-monnaie. Stratégie classique que j'aime bien recommander à des débutants qui veulent y passer du temps. C'était la stratégie Shad. Donc, tu accumules des altcoins. Tu vas sell the half at the double. Donc, dès que tu fais un x2, tu vends la moitié. Tu te mets sur une autre position qui a sous-performé. Donc, stratégie qui nécessite de la patience. 2019, j'avais pas réussi à tenir, c'est-à-dire que j'étais pas assez régulier. 2020 ensuite, crash Covid. Donc là, pour moi, j'avais suffisamment de background depuis des années que je m'intéressais à la crypto-monnaie pour me dire, OK, potentiellement, ça peut être un game changer. Donc j'ai mis toutes mes économies que j'avais. Pour info, je cumule jusqu'à 3 emplois, bibliothèque universitaire, distributeur de prospectus et intérim alors que j'étais étudiant, donc je charbonnais quand même pas mal, j'en Chapeau, voulais. bravo. Et du coup, ouais, crash Covid, Ethereum sous les 100 dollars. Donc je me dis, bon, all-in, donc je mets 4000 euros, 4000 euros sur l'Ether. Première année, je suis passé de 4000 à 100 000, donc tout 2020.
2021, j'ai fait 100 000 ou 1,8 million. Et ensuite, quelques semaines après, c'est bien redescendu. En gros, je suis redescendu quasi à 500K, donc divisé par 4 là-dessus. Mais du coup, voilà, ça m'a Mais permis de m'expatrier. ouais, on est quand même à un plus que x10. Je crois qu'on doit être autour ouais, Ouais, fois 100. fois 12. Ouais, ben, entre les 4000 Ouais. que tu as mis à la base. Ouais. Alors effectivement, si toi tu pars des 100 000, moi attends, je dis des bêtises. T'es parti, non, t'es à un fois 100. C'est Ouais, encore c'est ça. plus impressionnant. Ouais, ouais, c'est encore plus impressionnant. Non, je calcule très très mal. Non, t'es parti de 4000 et Ouais. in fine, t'as fini à 500K. C'est déjà énorme, quoi. Enfin, Ouais. sincèrement, t'as fait beaucoup mieux que moi. Ce qu'il faut regarder, c'est avec quoi on part et avec quoi on arrive. Donc, chapeau. Et on va peut-être revenir aussi effectivement sur la méthode que tu as utilisée et savoir si tu penses que c'est d'ailleurs toujours quelque chose qui peut être appliqué dans le bon run actuel. On va avoir l'occasion d'y revenir un peu plus loin. Donc bravo, encore une fois, hein, effectivement, 4000 euros jusqu'à 500K, c'est vrai que c'est plus d'un fois 100. C'est titanesque, voilà. Je pense qu'on peut dire autre chose. Et d'ailleurs, quel âge tu as aujourd'hui? Là, j'ai 25 ans. Ouais, 25 ans, voilà. Écoute, déjà à 25 ans d'avoir fait tout ça, voilà, je suis admiratif. Et puis j'espère que, bon bah voilà, ceux qui, je sais qu'il y en a beaucoup dans mon audience qui sont plus âgés et la preuve que le talent n'attend pas les années et que quel que soit l'âge des personnes, il y a de l'inspiration comme avec toi à trouver et un exemple aussi à suivre. Donc, à nouveau. Vous avez le lien vers la chaîne d'Eliott si vous voulez en découvrir un petit peu plus. Et je voudrais revenir, parce que ça, c'est un truc que moi, j'en connais beaucoup dans mon entourage qui ont connu ça. J'y ai échappé pour ma part, mais la descente de passer de 2 millions à 500K. Alors, c'est sûr que rétrospectivement, on se dit encore, ouais, ok, il est quand même sur un x100, donc c'est-à-dire que t'étais sur un x400 du coup quand tu étais à 2 millions, ce qui est juste, je pense qu'on n'arrive même pas à se rendre compte en fait du multiple, notre cerveau est pas câblé pour se rendre compte de la chose quoi. Euh, Comment tu as vécu ça toi? Mais déjà toute la phase de hausse, bon bah tu passes déjà de 4000 à 100 000, ce qui est déjà un très très beau multiple. Puis ensuite de 100 000 à 2 millions puis 2 millions à 500K. Comment toi, tu as vécu ça psychologiquement déjà toute la hausse, les émotions, la manière dont tu vois, est-ce que tu as réussi à garder la tête sur les épaules, à prendre du recul et aussi la baisse et à quel moment tu t'es dit, ok, bon là, ça suffit, je sors, je prends mes profits, bon, il est temps de sortir du marché, quoi. Et puis, bon, voilà, je te laisse t'exprimer. Oui. Bah, déjà, je suis jamais sorti complètement. Ok. Mais il faut se rappeler du coup que je suis parti de 4 000 euros. Ces 4 000 euros-là, c'était de l'argent que j'ai durement gagné. Je les voulais vraiment. Et j'ai réussi à avoir ce mindset d'investir. Même aujourd'hui, où je suis à l'aise financièrement, je fais très attention à l'argent. Du coup, j'en profite aussi pour faire une petite promotion de mon livre Qui crée l'argent. Oui, très Donc, bon je point. parle. Tu as écrit un livre aussi, effectivement, qui, bah, en tout cas, je crois qu'il y a de mémoire, il est très bien noté sur Amazon. Je mettrai le Ouais, lien j'ai en description. 117 avis, je crois, 1000 ventes depuis un an et demi. Bah justement, c'était une de mes activités en bear market. Et donc, je parle beaucoup d'éducation financière et je suis encore très proche de l'argent. J'ai des dépenses assez relativement faibles quand même. Mais du coup, ces 4 000 euros-là, je les ai gagnés durement. Donc, j'ai conscience de l'argent et j'ai encore ces notions-là. Donc, on va dire la montée de 4 000 à 100 000, euh, ça n'a pas changé grand-chose. Juste, on va dire, ça a validé la notion que dans le domaine financier, je peux ne pas trop être mauvais. Euh, donc bien sûr, c'était un plein bull run, enfin rebond, crash Covid et puis bull run derrière. Donc
tout le monde était un génie en trading et même moi qui avais quasi pas d'expérience d'un point de vue financier, j'avais de l'expérience en crypto-monnaie, mais pas d'un point de vue financier. Donc, euh, je commençais à peine. Donc, ça a validé. J'ai eu des biais psychologiques de validation en mode je sais trader. Donc, aussi, j'ai eu ces prises de risques différentes. Pour autant, j'aime bien dire que j'ai fait des gros multiples, par exemple x100, mais j'ai pas du tout acheté un shitcoin et le truc il a fait x100. C'était vraiment, j'avais ma base d'Ethereum et en fait, et c'est ce que je fais aujourd'hui, j'ai ma base d'Ethereum. Ça dépend des convictions de chacun. Et en fait, je vais prendre par exemple 5%, je vais mettre sur un altcoin. Dès qu'il fait x2, par exemple, je reviens sur Ethereum et je rebalance à droite à gauche. Donc c'était un petit peu ça l'idée. Et ensuite, la seconde année, donc en 2021, ça fait 100 000 ou 1,8 million. Et là, c'est vrai que c'était vraiment en mode configuration bull run, j'aime bien le dire. Et là, je pense qu'on est à peu près dedans. Là, par exemple, je suis dans mon bureau. Et cette nuit, j'ai dormi sur le canapé de mon bureau. Tu vois, en mode, on ne sait jamais s'il y a un truc, je suis à côté. C'est plus en mode, ok, on s'en fout. Des fois, tu vois des mèmes, des photos où les mecs, ils ont une pièce, un matelas au sol, et ils font, ok, c'est parti pour le bull run. Bah, c'est un petit peu cette configuration-là où j'étais, en mode, tout, tout le monde autour s'arrête un petit peu, et toi, tu es hyper focus parce que tu te réveilles la nuit, et il s'est passé plein de choses, d'un point de vue marché financier, mais aussi d'un point de vue activité crypto, c'est-à-dire des airdrops, des ICO. En fait, il y avait du FOMO partout, et ton cerveau, tu prends pas notion de l'argent que tu as, mais c'est plus, en fait, tu as tellement de stimuli à droite à gauche que tu continues, t'enchaînes, t'enchaînes, t'enchaînes. Et c'est pour ça que vendre, c'est compliqué parce qu'en fait, tu es dans ta bulle et tu vois pas forcément l'extérieur. Sinon, niveau, on va dire, donc niveau psychologique, il n'y a pas grand-chose qui a évolué. Entre-temps, je me suis expatrié, donc pareil, une charge mentale supplémentaire. Ah oui, Euh, clairement. C'est une épreuve. j'avais 20 ans, 21 ans. Donc, tu as cette charge mentale, en même temps, tu es en plein bull run. En même temps, tu FOMO sur plein de trucs à droite, à gauche. Donc, tu n'as pas du tout le temps de prendre du recul. D'ailleurs, ce que j'ai mis en place pour ça, ça fait maintenant presque 2 ans et demi, je crois. En gros, tous les mois, je me fais un bilan personnel. Je me filme et je fais un bilan perso, professionnel et investissement. Comme ça me permet de prendre un petit peu de recul. Et à la fin de l'année, je regarde ce que j'ai fait, mes avancées. Parce que, comme tu le dis aussi, bah, j'ai écrit un livre et en fait, je l'ai oublié. Ça fait 1 an et demi, je l'ai écrit. Ça tourne, mais limite, je sais plus que j'ai fait ça, quoi. Donc, c'est bien de prendre du recul et même de me dire, ah, j'ai quand même fait un fois 100 au plus bas, entre guillemets. Là, c'est remonté Mm. encore. Donc, c'est bien de savoir prendre du recul. Ensuite, quand je me suis expatrié, j'étais avec une ex-compagne. Et du coup, pareil, en fait, je l'ai vu un petit peu sur l'évolution d'un point de vue psychologique en fait d'une compagne parce que nous en tant qu'hommes on va dire tu peux avoir un niveau de lifestyle et puis redescendre ça fait mal mais tant pis. Par contre enfin de ce que j'ai remarqué pour mon ex-compagne c'était très compliqué de passer d'un gros lifestyle à très peu, quoi. Mm. Donc, on avait augmenté le lifestyle à cause de mon ex-compagne. Euh, mais du coup, ouais, au final, tu te rends compte que c'est pas raisonnable. Donc, on a dû couper des trucs du style prendre une Porsche alors qu'il neige en Estonie, c'est pas le meilleur truc à faire. Prendre une grosse maison, mais après, il y a eu le gaz qui a explosé. Donc, c'était des 1 500 euros Mm. par mois juste en charge, quoi. Donc, c'était un peu débile. Mais du coup, moi, j'ai su garder la tête sur les épaules et aujourd'hui, voilà, j'ai un lifestyle très classique. J'ai pas besoin de plus, je suis très bien. Donc voilà un petit peu l'évolution de mentalité. Et je rajouterai pour terminer, c'est en fait, plus tu as de l'argent, ça c'est surtout Tougan qui le dit, tu as des steps d'emmerde. Ouais. Donc moi, les steps d'emmerde que j'ai subis, c'est principalement des scams où tu as des personnes qui t'approchent pour des projets à droite à gauche. Mais aussi, tu accèdes à des... En fait, j'ai envie de dire, t'accélères, on va dire, la partie entrepreneuriale et business, dans le monde des business, parce que bah, tu peux prendre potentiellement des parts, investir dans des boîtes où peut-être tu peux faire un petit peu d'advisor, peut-être euh, tu vas vouloir t'impliquer d'une façon ou d'une autre. Donc, en fait, tu, euh, tu grandis, j'ai envie de dire,
beaucoup plus vite que si tu étais dans le salariat classique où en fait tu as tout le temps ta même monotâche et tu t'ouvres pas l'esprit. Là, voilà, on fait des calls constamment, on rencontre des entrepreneurs, on rencontre des mecs qui font du gros business. Donc en fait, ton cerveau est obligé d'évoluer plus vite dans le monde du business et dans le monde de l'investissement. Donc, on va dire, en bear market, là, sur les 2 dernières années, j'ai énormément grandi d'un point de vue business et aujourd'hui, j'ai des compétences que j'ai développées que je n'aurais sûrement pas pu si on n'était pas s'il n'y avait pas eu ce long bear market. Ok, donc oui, t'as profité effectivement, et c'est tout à ton honneur de cette période de ralentissement sur le marché crypto pour justement continuer à apprendre et à monter en compétences sur d'autres typologies de marché, notamment le private equity, hein, faut pas se leurrer, hein, c'est aussi un... Le marché crypto est une anomalie. Enfin, c'est un truc, je veux dire, on peut en profiter et je pense que il faut en profiter parce que je suis pas certain qu'on connaisse à nouveau dans nos vies une période, une opportunité telle que celle-ci. Et après, je dirais que pour créer de l'enrichissement d'une manière puissante, c'est vrai que le domaine du private equity est quelque chose d'assez intéressant. En tout cas, quand on a le mindset comme tu l'as, d'être capable d'encaisser des pertes sur plein de projets pour d'avoir des gains sur juste quelques-uns avec des niveaux de multiples et une volatilité en termes de valorisation qui peut bouger de manière assez conséquente. Effectivement, le domaine du private equity, en tout cas si on applique la loi des grands nombres, quelque chose qui peut offrir un enrichissement assez massif. Donc assez naturellement, effectivement, tu t'es tourné aussi vers ce domaine-là. Et Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai eu, on va dire, cette intelligence, je sais pas d'où elle est venue, mais en plein bull run, je me suis dit, OK, le monde des startups, ça peut être un truc de grand, tu vois, en mode, bon, c'est stylé, je vais prendre des parts dans des sociétés. Et du coup, j'ai commencé à investir, on en a fait certaines sûrement ensemble dans le Y Combinator. Mais au final, voilà, il y avait une opportunité par mois, par exemple, on mettait un billet. Et après, il y a eu Bear Market, donc j'ai pas pu continuer cette stratégie. Aujourd'hui, j'en ai une autre. hmm. Mais ça m'a permis quand même de sortir une petite partie de mon capital crypto, de cash out quasi au top pour aller là-dessus. Et je rajouterai à ce que tu viens de dire qu'on a une sorte peut-être d'asymétrie de nombre en termes de investisseurs particuliers et VC qui rentrent en private equity. Et c'est pour ça qu'on peut faire des gros multiples. En gros, nous, en tant que particulier, donc généralement, on a un entrepreneur qui va faire sa startup. Nous, on peut investir dedans. Et généralement, on investit assez tôt quand même dans le projet. Donc, il va croître, etc. Et peut-être au bout de 2 3 ans, la boîte va être valorisée une certaine somme. Si, imaginons, l'entrepreneur décide de revendre, eh bien, imaginons, ils revendent 20 millions, son prix de vente. Au final, tu as 5 VC qui se battent pour l'avoir. Donc, il va y avoir des jeux de négociation. Et peut-être ça va passer de 20 à 23 millions. Et 3 millions supplémentaires pour les VC, bah, c'est rien, puisqu'ils ont un portefeuille peut-être d'1 milliard. Ils doivent avoir, ils ont leur quota annuel, par exemple, de start-up. Par contre, 3 millions pour nous, bah, l'entrepreneur ou nous, investisseurs particuliers, si on a 1% de la boîte ou 10% de la boîte, bah, ça fait 300K ou 30K. Et pour un particulier, bah, c'est quand même des sommes qui peuvent changer les choses, qui peuvent nous faire rebondir derrière. Donc en fait, on est vraiment sur des chiffres décorrélés entre le VC, le fonds d'investissement qui va racheter la boîte, et nous, particuliers, qui, juste sur un petit jeu de négociation de 3 4 appels, bah, ça peut changer quand même quelque chose dans notre patrimoine, quoi. Ah, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, effectivement, d'aller en tant que particulier sur des lieux où il y a une asymétrie de moyens, en fait. Ouais. En clair, là où il y a de l'argent qui est déversé, c'est de choper les grosses vagues. Au final, c'est là où on a une chance, comme je dis, de choper un morceau de viande sur le mammouth. Et c'est un peu ça, en fin de compte, le jeu des startups, c'est qu'il y a des gros acteurs, en tout cas dans le domaine du private equity, il y a des gros acteurs qui agissent, ça brasse énormément d'argent, et c'est d'autant plus facile, entre guillemets, de choper sa petite barre du gâteau, qui est infinitésimale à l'échelle de l'ensemble du marché, mais qui peut faire une belle différence d'un point de vue individuel. Ouais, très bon point, je ne l'avais jamais
réfléchi comme ça. Ouais. Euh, et alors, parce qu'on a parlé effectivement, on est rentré directement dans le vif du sujet sur la partie parcours, la gestion psychologique, etc. Mais est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui ce que tu fais, quelles sont tes activités d'un point de vue entrepreneur? Et voilà, tu l'avais dit avant de te mettre à investir, notamment dans les cryptos, ce qui a été life changer. En tout cas, Ouais. j'ai le sentiment, hein. Euh, Ouais. voilà, tu viens pas d'une famille particulièrement d'entrepreneurs, tu n'avais jamais lancé de boîte au préalable. Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez récent, assez nouveau pour toi. Alors, ça fait combien de temps du coup que tu as lancé un premier business? Ça fait 3 ans? En gros, quand je suis arrivé en Estonie, donc 2021, fin 2021, donc peut-être même début 2022, je me suis expatrié en tant qu'investisseur. Il y a quasiment personne qui fait ça à mon âge. Clairement. Et ensuite, ouais, j'ai rencontré beaucoup de monde en Estonie, que ce soit des agences, des coachs, des mecs qui développent des applications, des gros business. Et c'est cet environnement qui m'a fait vraiment me dire, OK, j'ai peut-être envie de faire du business. Du coup, ça revient toujours à l'environnement, faire des rencontres, aller sur des Mm. événements, etc. Parce que c'est vraiment ça qui permet de changer d'un point de vue mindset et de donner des idées. Et du coup, la partie entrepreneuriale, j'ai envie de dire que j'ai commencé, qui payait pas au début, c'était YouTube, parce que c'est vrai que YouTube, j'ai lancé en 2020, et une chaîne YouTube, bah, t'as pas forcément d'école, surtout à l'époque, t'as pas forcément des prestataires, donc c'est toi qui dois tout gérer, tout apprendre, donc c'est un peu, t'as des galères tous les jours, euh, comment tu fais pour avancer. Du style, OK, comment tu filmes, la lumière, le son, les miniatures, etc. Ensuite, bah, tu commences potentiellement à avoir des deals commerciaux, donc de l'affiliation, du parrainage, des trucs comme ça. Donc pareil, c'est des jeux de négociation, mais que tu apprends nulle part. Il n'y a pas, y a pas une formation en ligne, il n'y a pas un professeur qui va dire comment négocier tes deals d'affiliation ou des trucs comme ça. Donc c'est un peu, tu avances comme tu peux, tu fais plein d'erreurs, tu te fais scam aussi à droite à gauche. On va dire, voilà, ça a été ma première expérience. Après, j'ai lancé quand même beaucoup de business différents. Et au début, on a tous syndrome de l'objet brillant. Tu vois ton pote qui fait ça, tu te dis, OK, je vais y aller, je vais essayer. Au final, tu te dis pendant 3 4 mois, ah, au final, j'aurais pas dû faire ça, ça sert à rien. Tu cours sur un autre, etc. Et j'ai envie de dire, je pense que c'est un peu comme tout le monde, j'avais toujours 50% focus sur les marchés financiers et toujours voilà, 20% ici, 10% ici à faire des tâches un peu inutiles. Et petit à petit, j'ai envie de dire, ça fait peut-être ouais, 6 mois, un an, où là, je suis vraiment focus finance parce que je sais, c'est mon domaine d'expertise. Et aujourd'hui, on peut dire que ça fait 3 4 ans que je suis vraiment dans ce domaine à fond. Donc, quelqu'un qui fait 3 4 ans, 7 jours sur 7 une même activité, bah, c'est comme ça que tu te différencies et c'est comme ça que tu as un avantage concurrentiel sur plein de choses. Donc, j'ai vraiment focus cette partie-là. Pour donner quelques exemples, tout ce qui était, on va dire, algo trading, j'avais fait pas mal qui est Forex, Gold, etc., plutôt en bear market, du coup, où les marchés crypto ne faisaient rien. Donc, j'avais décidé de me lancer là-dedans. Quand on dit lancer des business, voilà, il y a beaucoup de choses autour de ça. Ça peut être de l'affiliation classique, ça peut être travailler avec des courtiers, ça peut être développer une formation, ça peut être héberger un robot, faire des backtests, des trucs comme ça. Donc c'était un de mes pas plus gros business, mais qui m'a demandé beaucoup de temps parce que, Mm. pareil, hein, on se forme de zéro. Tu n'as pas de formation qui t'apprend comment installer un robot de trading, le faire tourner, choisir son broker, etc. Donc aujourd'hui, j'ai quand même pas mal d'expertise là-dedans. Et je connais du coup bah, la plupart des scams, comment ils fonctionnent. Donc théoriquement, je tombe de moins en moins dedans. Je connais aussi tout le monde des courtiers, comment ça fonctionne, les fournisseurs de liquidités. Donc, pareil, ça ouvre l'esprit en mode ah ouais, nous, on est vraiment des petits trucs dans ce milieu et on essaye d'évoluer là-dedans. Sinon, concrètement, aujourd'hui, on va dire que j'ai la partie B2C, donc plus réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Discord, Telegram, Instagram, où je partage pas mal de choses. Où là, moi,
ça me permet de me construire mon réseau. J'ai pas Mm. énormément de personnes qui me suivent. Par contre, j'ai des personnes assez qualifiées et des personnes qui ont pas mal de capitaux qui me suivent sur différents projets. Je pense que c'est la façon dont je parle, dont je communique et mon honnêteté. Jusqu'à l'année dernière, je montrais la plupart de mes chiffres. On peut encore les trouver sur YouTube. Cette année, j'ai décidé de ralentir un petit peu sur ce que je montre parce que c'est vrai que quand on monte des chiffres, c'est un peu pour faire du putaclic et attirer du monde. Aujourd'hui, j'ai plus forcément ce besoin. Et en plus de ça, d'un point de vue confidentiel, sécurité et autres, j'ai décidé de faire ce choix-là. Euh, mais sinon, du coup, partie B2C, j'ai mon livre qui permet d'avoir une première offre que je vends. J'avais fait un club sur la partie éducation financière. Pareil, c'est des side projets qui tournent, qui font un petit peu de cash. Ça permet de réinvestir dans des startups, par exemple. Euh, mais on va dire, voilà, c'est plutôt des side projets. Je suis quand même focus, j'ai envie de dire, 30 à 40% de mon temps, qui n'est pas forcément énorme sur mes investissements, que ça soit des airdrops, même si les airdrops crypto, à mon capital, à mon niveau, c'est pas incroyable, mais je pense que je peux faire 3 000 à 5 000 euros par mois en airdrop. Ça dépend des conditions de marché, mais sur ces derniers mois, c'est ce qui s'est passé. Et puis les airdrops, j'ai toujours ce biais psychologique. C'est ça qui m'a permis quand même d'exploser pas mal. Où le plus gros, je crois, j'avais pris ouais, 6 chiffres faciles. C'était sur le GMX qui a été migré en une autre crypto. Et en plus, derrière, 2 ans après, j'ai pris l'airdrop de Arbitrum. Donc là, c'était pareil, c'était Mm. plus 24 000 dollars en bear market. Donc c'était quand même des belles sommes. Donc voilà, j'ai cette partie aussi focus sur mes investissements. Et la partie B2B, où là, bah, ça dépend des périodes. Mais je pense que j'ai plutôt envie de m'orienter vers ça à 100% en post-bull run. Je prépare déjà l'après. Donc tout ce qui est private equity et business angel. J'ai levé pas mal de fonds, on va dire, en crypto en 2021, que ça soit des ICO, des choses comme ça, ou de base, hein, j'avais commencé avec de l'affiliation classique. Puis j'ai vu que j'avais une communauté, des capitaux qui pouvaient faire entrer, donc on m'a approché, j'ai pu discuter avec des partenaires business. Et puis ensuite, aujourd'hui, je suis quand même assez actif dans ce milieu. Il y a 1 an et demi, j'avais fait une levée de fonds pour une société, pareil, on ne va pas citer de nom comme ça, mais une société qui était passée à qui va être mon associé sur M6. Donc en fait, je m'étais occupé de leur levée de fonds. Et alors moi, j'investis personnellement, je suis quand même très transparent et je montre combien j'investis. Et en plus de ça, je m'étais occupé de sa levée de fonds. Et concrètement, voilà, en termes de valo, c'est 1 x 4 sur 1 an avec des offres de rachat. Donc ça fait quand même des beaux chiffres, sachant que moi, j'ai investi quand même un bon billet là-dessus. Euh, donc, je fais une petite parenthèse aussi sur les gens qui se disent ok, c'est le dernier bull run. Là, on est en train de FOMO. Le Bitcoin est bientôt à 60 000 dollars. Là, il était à 58 000, je crois, ce matin. Yes, Euh, absolument. Ouais, ouais. Dans la nuit, il a encore poussé. Ouais. Mm. ouais. Et du coup, il y a plein d'opportunités sur d'autres marchés. Il ne faut pas se dire vite, je FOMO n'importe où, j'achète n'importe où. Euh, il y a des tokens, des altcoins qui font x10, vite, il faut l'acheter. Il y a d'autres opportunités, que ce soit sur des altcoins, sur d'autres marchés. Donc, il ne faut pas non plus avoir ce FOMO à aller partout. Donc, je referme cette parenthèse crypto. Et du coup, aujourd'hui, je suis business angel pour une société devrait devenir une licorne en 2025. Et au final, je pense que je m'oriente plus sur à l'accompagner encore plus au-delà de la levée de fonds parce que du coup, c'est un domaine qui me plaît. Euh, c'est en relation avec tout ce qui est réseau de télécommunications et Web3. Du coup, moi, sur la partie Web3, je suis quand même très bon. Donc voilà, je m'oriente de plus en plus à vouloir l'accompagner parce qu'il y a vraiment des deals B2B énormes. Et c'est vrai que le B2C, ben, ça permet de se construire une image, ça permet d'avoir de la légitimité, ça permet aussi de faire du cash suivant notre communauté. Mais le côté B2B, bah, ça permet vraiment d'exploser, de faire des deals incroyables. Et je pense que c'est ça qui me manque, cette stimulation de vraiment gérer un gros business que j'ai pas forcément eu. Toi, je sais que du coup, tu as eu ces expériences et tu as eu plein de problèmes à gérer. Potentiellement, j'ai envie d'avoir ces problèmes-là aussi du côté Mm. entrepreneurial, même si je les ai déjà d'un point de vue investisseur. Mais je pense que j'ai besoin de cette stimulation sur les prochaines années. Donc, potentiellement, je suis en train de migrer
à bosser là-dedans, quoi. Ok, ben écoute, merci pour ces partages en toute transparence. Et écoute, je trouve ça génial que effectivement tu aies testé plein de choses. J'ai tendance à dire que moi pendant longtemps j'ai fait beaucoup d'efforts, mais en étant sur un tricycle, sans comprendre qu'il y avait des motos à côté, quoi. Et de tester comme ça, je trouve ça salutaire. Et c'est d'ailleurs le conseil que je me donnerais, moi, à mon moi de 23 ans qui débutait, c'est de tester, de garder une ouverture d'esprit sur ce qui peut exister à côté, et pas de se dire, ok, ben, je me concentre en méga focus sur un truc qui, au final, bah, pour beaucoup d'efforts, donne pas des résultats qui sont ouf, quoi. Donc, tu vois, tu revenais dessus en disant je me suis dispersé, etc. Moi, je trouve ça positif de justement d'avoir expérimenté pas mal de choses, surtout à ton âge. Mieux vaut le faire maintenant et de capitaliser là-dessus pour le reste de ta vie que de le faire quand on a 40 ou 50 ans. C'est beaucoup mieux le plus tôt possible. Alors, on va revenir sur la partie Bull Run. Comment tu vois le bull run actuel justement sur le marché crypto? Comment tu l'appréhendes de ton côté? Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence notable par rapport au bull run de 2020-2021? Et si oui, voilà, quelles sont les différences que toi tu perçois? Oui. Alors, avant tout, ce n'est pas un conseil en investissement, bien sûr. Et Très bien surtout, vu. ça dépend de son profil d'investisseur. Parce qu'en fait, moi qui, par exemple, ai quelques activités qui me font du cash flow tous les mois pour payer mon lifestyle, je peux me permettre de prendre du risque parce que je sais que je peux vivre même si ça s'arrête. Donc, la vision que j'ai des marchés et du marché crypto en ce moment, c'est aussi corrélé à mon profil d'investisseur. Euh, Honnêtement, moi, j'attendais potentiellement une correction sur l'ETF Bitcoin. Du coup, il y en a eu une petite. Ça a laissé respirer ETH et les altcoins. Euh, pour que ça. Franchement, il y a 2, 3 semaines, j'avais un avis un peu plus orienté. Aujourd'hui, c'est compliqué parce que on se dit c'est trop gros là, c'est pas possible. Je crois qu'on regarde le graphique en monthly, Hmm. en Ah ouais, bouger également le mois de moi. février est démentiel. Ouais, et je crois que ça fait quoi? Ça fait 4 5 6 mois peut-être, on est en vert. Putain, Donc, on est à 59. ouais. Tu vois, on est en train de parler. Tu vois, ça fait quoi? Ça fait 30 minutes qu'on parle. Euh, donc, ouais, ça va vite. Je vais potentiellement partager mon écran. Pourrait être pas mal pour illustrer nos propos. Mais sur un de mes écrans, tac. Et ouais, du coup, même si on corrèle un petit peu au S&P 500, qu'en même temps je regarde, le S&P 500 donc, qui est quand même bullish, mais on a eu, voilà, on a cette phase de c'est potentiellement un petit top ou un top local, mais le BTC, lui, continue de monter. Euh, donc, d'après moi, dans les marchés financiers, tout est corrélé, c'est juste de la mouvement de capitaux. Si potentiellement S&P 500 qui monte, bah, le reste, ça suit aisément. Mais là, du coup, les cryptos poussent beaucoup, beaucoup plus que S&P 500. Par contre, on a quand même des actions qui performent quand même pas trop mal sur ce début d'année. Mais c'est vrai que là, ouais, sur Bitcoin, c'est explosif. Et surtout, il a tout surperformé. Donc, ça, j'ai envie de dire, ça surprend pas ceux qui sont là depuis des années. Moi, pareil, hein, j'étais sous-exposé sur Bitcoin. Je devais avoir peut-être 30% et la majorité sur Ethereum. Aujourd'hui, Ethereum, quand même, qui a repris quand même un petit peu de force face à Bitcoin, mais Bitcoin lead essentiellement le marché. Euh, Hormis des altcoins de certains narratifs, pareil, donc ça, c'est une de mes stratégies à faire du rebalancing, stratégie SHAD et jouer les narratifs. Donc, tout ce qui est narratif IA, ça explose. Potentiellement, je joue pas forcément à jouer le narratif IA parce que justement, soit on a des crypto-monnaies en phase d'accumulation, mais c'est potentiellement des cryptos un peu mortes de 2020-2021, soit les autres, elles ont déjà explosé. Et savoir jusqu'à où ça va exploser, c'est pas forcément les meilleurs points d'entrée. Donc en ce moment, je m'amuse pas forcément à jouer le narratif IA, quoi. Ok, intéressant. Toi, t'es pas du tout positionné là actuellement sur le narratif IA. Euh, Si, j'en ai un petit peu, mais c'est compliqué de se positionner après des fois 10. D'un point de vue risque-rendement, c'est un peu Ouais, je compliqué, quoi. comprends.
comprends. Bah moi j'ai pris justement sur la GIX là. C'était ce week-end, je crois que je l'ai dit dans mon canal Telegram, j'ai pris des profits à 0,72. Euh, et puis après, ouais, je reste positionné sur le render, le FET, le AKT. Et dans le Tao, non, j'en ai pas pris parce qu'il y avait effectivement se positionner sur le Tao, vu, là je suis en monthly, hein, c'est Ouais. des poussées qui sont assez violentes, et de se positionner après une hausse pareille, c'est quand même pas évident puisqu'il a poussé du 20 octobre à aujourd'hui. Il nous a fait, au cours actuel, hein, on est à 1200%. Donc, ouais, se positionner sur après un x10 pareil, bon, c'est pas déconnant d'avoir quand même une correction. J'ai d'ailleurs mis un retracement de Fibonacci là. Ok, donc je vais couper le partage. Voilà. Et en ce moment, même je commence, j'y pense comme ça, je commence à jouer des ICO. Alors, j'ai des amis qui sont à fond dedans. Bien sûr, les ICO, ça, au dernier bull run, c'était quand même assez, ça marchait assez fort. Je me rappelle le Ternoa de Caps, j'avais mis 1000 $ et au plus haut, c'était monté à 100 000, donc un fois 100. Mais dessus, je crois que j'étais lock et du coup, au final, j'ai pas récupéré grand-chose, genre peut-être même pas un fois 5 ou un truc comme ça. Donc, mauvaise stratégie de sortie de ma part. Et là, j'ai fait, là, il y a 2 mois, je crois, j'ai fait l'ICO de Portal. Et j'ai mis 3 000 $ et au prix aujourd'hui, c'est 45 000 $, donc un fois 15 un truc comme ça. Donc je commence à m'y remettre parce que du coup le bull run est assez confirmé. Donc j'estime que certaines ICO peuvent être intéressantes. Après, les conditions d'accès sont très compliquées. Généralement, il faut être dans des groupes très privés. Ces groupes-là, les plus simples à trouver, c'est on faut acheter une collection NFT et ça vaut déjà maintenant avec le prix de l'Ether entre 10, 15, 20 000 $ juste pour accéder au groupe. Derrière, tu as une petite allocation, tu peux investir. Euh, mais du coup, ouais, je suis en train de me positionner sur plusieurs ICO sur les prochaines semaines là. Toi, tu te positionnes maintenant sur les ICO, c'est intéressant. Pour ma part, maintenant, sauf à avoir un vesting et un cliff qui te bloque pas trop longtemps, j'évite. Bah, typiquement, comme tu l'as dit, hein, pour pouvoir y accéder, en tout cas les ICO intéressantes, c'est du réseau ou d'être dans des groupes qui donnent une allocation. Donc je sais que d'ailleurs toi tu es aussi dans Merov. Ouais, Et alors, moi, c'est pas par ce biais-là, mais j'ai pu mettre un ticket dans Tada et typiquement, bah voilà, il y a quand même du vesting. Mais la raison ouais, pour moi laquelle aussi. j'y suis. Toi aussi? Ouais, ouais. Ah, excellent, super. Donc, il y a une libération tous les mois. Mais il faut faire attention effectivement par rapport aux SEO là maintenant. Déjà, quand est-ce qu'ils prévoient de faire le listing? Parce que potentiellement, bon, ben. Si c'est après le bull run, bon, ça donnera Ouais, pas forcément les résultats qu'on l'on espérera. Et surtout, si en plus de ça, il y a du cliff et du vesting, ce qui se fait d'une manière assez générale dans aujourd'hui les tokenomics, euh, les trucs où il n'y avait pas de cliff, pas de vesting, je pense que, en tout cas, moi, j'en vois plus aujourd'hui, pas sur les projets auxquels je m'intéresse. Donc, toi, les ICO sur lesquels tu vas aujourd'hui, du coup, c'est quoi tes critères? T'as pas la crainte que l'argent que tu y mets, justement, soit bloqué pendant tout le bull run et de passer, louper le train? alors la plupart des unlocks, ça se fera peut-être en post-bull run, sauf si on est sur un super cycle et que ça dure assez longtemps. Mais pour moi, le but d'une ICO, c'est de se rembourser sa mise initiale dès le premier unlock. Donc théoriquement, faire un x10 ou plus dès le premier. Donc c'est ça que je vise. Là-dessus, en termes de critères, alors moi j'avais fait beaucoup d'analyses fondamentales de projets au dernier bull run que je partageais sur YouTube. Du coup, je ne couplais pas du tout à l'analyse technique. Aujourd'hui, je suis plus, on va dire, allez, 70% de l'analyse technique et 30% de l'analyse fondamentale. Ok. Et du coup, une ICO, c'est un peu le même principe, petite analyse fondamentale. Quand je dis petite, c'est vraiment très rapidement. Parce que là, aujourd'hui, je le vois notamment avec la boîte où je lève des fonds en equity, il y aura un token également.
Et en fait, on compare un petit peu les levées de fonds en ce moment. Mais là, je te parle de ça, c'était vraiment en 2 mois, c'est devenu dingue. Où tu as des sociétés, euh, là, j'en discute avec quelqu'un. En gros, tu as des sociétés qui valorisent leur token à 10 millions, alors que la tech, ça va être quelque chose du style une application qui récupère, non, je peux pas trop en dire, mais ouais, un truc où il y a très peu de tech dessus. Ouais. Et le token, il est valorisé 10 millions. Donc, si le token, il a cette valo, la boîte a une valo très compliqué à dire, mais au moins de 30 millions. Alors que la tech, enfin, le Et truc, c'est unique. inexistante. C'est ça. Et du coup, les valos en ce moment, en 2 mois, ça explose. Mm. Donc, les valos d'ICO et les valos de listing. Donc, enfin, limite, ça me choque plus que le dernier bull run où déjà, tu avais des grosses ICO, beaucoup de hype. Donc, pour terminer, ce que je voulais dire, c'est que le projet, il peut être incroyable, il peut, d'un point de vue token, il peut ne jamais marcher. Parce que là, si on compare un peu au private equity où euh, on est actionnaire de la boîte, on détient une part de cette boîte, sur le token, il n'y a rien du tout, on ne détient rien du tout, il n'y a pas de promesse derrière, enfin, il s'est rattaché à rien d'un point de vue légal. Donc en fait, c'est de la pure spéculation. Donc la spéculation, comment ça fonctionne? C'est offre et demande, c'est de la hype. Donc ça veut dire que les mecs sont chauds, euh, que ce soit le marché asiatique, américain ou européen. Il y a de la hype, tout le monde en veut. Du coup, ça va faire une grosse pression acheteuse et c'est comme ça qu'on peut faire des gros multiples. Donc au final, de l'analyse fondamentale, pour moi, sur les ICO, il faut en faire très peu. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je trust des mecs qui font ça, voilà, comme je te disais, dans des groupes où les mecs ils négocient des allocations. Mm. Chacun peut mettre un billet. Derrière, c'est redistribué et théoriquement, on fait des gros multiples parce que rien que la communauté de ces groupes privés, la communauté publique de ces groupes privés, bah, ça permet quand même à créer beaucoup, beaucoup de hype et potentiellement, ça fait des gros multiples directs, quoi. Ok, intéressant. Donc effectivement, une stratégie où tu vas sur des ICO, tu t'emmerdes plus à faire en clair de l'analyse fondamentale poussée, parce que c'est vrai que c'est un truc qui prend beaucoup de temps. Et puis en plus de ça, il faut avoir un minimum de compétences par rapport à ça pour être en capacité de le faire. Donc plutôt tu suis des gens qui font ce travail-là, qui le partagent auprès de leur communauté, tu mets des petits tickets en mode je fais jouer la loi des grands nombres, et avec pour objectif, eh bien, sur les premières libérations de tokens, de récupérer ta mise de départ et puis de laisser courir le reste et de voir ce que ça donnera, quoi. Donc une stratégie, ouais, vraiment en mode, je mets plein de tickets un peu partout, et puis on verra bien sur l'ensemble ce que ça donnera, tout en ayant quand même un aspect préservation du capital, quoi. C'est ça. Après, c'est vraiment des petites sommes par rapport à mon patrimoine. Et j'estime potentiellement que sur un Ethereum, si on peut aller chercher un x2 sur cette année, ça peut être cool. Donc, il monte à 6 000, même plus maintenant, 6 600 $. Par rapport au Alors que cours sur une actuel, oui, ICO, effectivement, où on est ouais, à 3300 au moment où on se parle. ouais. Alors que sur une ICO, j'estime que bon, faire un x2 au listing, théoriquement, c'est easy, quoi. Euh, mais par contre, je mets des petits billets. Donc en fait, c'est pareil, hein, c'est du money management, un risque-rendement. Pour donner un ordre d'idée, je mets entre 0,1 et 0,5% de mon patrimoine sur une ICO. Donc ça reste quand même mon patrimoine crypto. Donc ça reste quand même assez faible. Parce que des fois, enfin, la plupart du temps, on est bloqué en termes de limites où on peut poser, d'allocation. Et en plus de ça, bah voilà, on va récupérer. C'est pareil au listing, quand je parle de x10, x15 facile, c'est que il y a des. Ça reste. C'est illiquide. C'est-à-dire qu'il Hmm. y a très peu d'offres parce que les gens sont bloqués. Donc, on va peut-être unlock 5-10%. Et c'est pour ça qu'il y a très peu d'offres sur le marché. Beaucoup de demandes puisqu'il y a de la hype. Donc, le truc, tu vas facilement faire des multiples, en tout cas plus qu'un x2. Donc, on peut sortir directement. Et derrière, on sait qu'on va unlock sur plusieurs mois. Voilà, c'est pour ça qu'on peut faire des gros multiples. On prend l'exemple du Terno Caps où voilà, le truc, beaucoup ont fait l'ICO. Euh, on était à x100 de l'ICO, mais par contre, on était bloqué. Donc en fait, on ne pouvait pas Ouais. sortir. Mais pour autant, dès qu'on unlock bah, sur quelques semaines, ben là, c'est intéressant de récupérer sa mise directement, de retourner par exemple sur ses main crypto, Bitcoin, Ethereum, peu importe Hmm. son allocation, et de faire de la réallocation. C'est ce que je fais.
j'ai mon paquet d'Ethereum, on va dire. Je fais du rebalancing sur des alt, sur des ICO, et après, je reviens un petit peu sécuriser tout le temps là-dessus. Et je pense que c'est important de se former, enfin, de s'entraîner là-dessus, à toujours vendre, mais pas vendre pour aller sur du dollar forcément parce qu'on est en bull run, mais vendre pour aller sur des plus grosses capitalisations. Parce que là, sur un Bitcoin, s'il nous fait une grosse correction, même de moins de 10%, ou même 15-20%, ça serait quand Ouais, même une grosse alors correction. Le bon, Bitcoin, sur cette phase-là, on a quand même des corrections effectivement qui sont faibles, hein. Effectivement, le sales the news de la sortie des ETF, on est descendu au maximum à 21%. Alors que le dernier bull run, on faisait des moins 30, c'était assez classique, quoi. Là, mm, ouais, on est plutôt sur des corrections de moins 20%, et je pense que ça traduit aussi la force acheteuse qui reste présente, avec notamment les institutionnels qui continuent à rentrer, a priori, des inflows que l'on a via les ETF. Alors, par rapport à ce que tu disais, donc, une stratégie, toi, où tu as ton bac principal Bitcoin Ethereum, tu c'est déploies ça. sur des ICO, des petites capes en mode alors, trading sur les alts, et ICO, bon, bah, en mode, j'allais dire gambling, mais c'est pas vraiment, c'est pas du gambling, mais en tout cas, ticket de loto en quelque sorte, quoi. Et puis, Ouais, quand je joue tu, à hype, ouais, cotisation. ok, quand tu prends de la plus-value, hop, tu rapatries sur Bitcoin, Ethereum, tu changes pas en dollars, tu restes sur Ouais, les principales capitalisations où effectivement, en tout cas jusqu'à maintenant sur ce cycle, bon, sur le Bitcoin, on s'est pris du moins 20%, sur le TH, j'ai pas regardé, mais c'est sûr qu'on sera pas à des moins 80% comme on peut avoir parfois sur les alts. ouais. Ok, merci pour le partage de ta stratégie. Sur l'aspect, parce que différence par rapport au dernier bull run. Donc, tu avais évoqué, toi, de ton point de vue, effectivement, déjà le fait que le Bitcoin pousse très fort, et qu'il a surperformé tout le monde. Est-ce, voilà, est-ce que tu penses que on est déjà en altisane ou pas encore d'ailleurs? Pour moi, non, pas du tout. Même si on a des algues qui pètent, c'est les narratifs IA principalement. Hmm. Donc, les narratifs, c'est on va dire les domaines de crypto-monnaie. Donc, on a l'intelligence artificielle, on a le DePIN, donc les infrastructures décentralisées physiques. Là, je me spécialise là-dedans. Donc, tout ce qui est fournir de la data pour l'IA, fournir des stratégies, enfin, des serveurs, des choses comme ça. On a un narratif NFT, narratif DeFi, des trucs comme ça. Moi, je pense que, par exemple, bah, juste pour rebondir, ouais, tu parlais de Bitcoin. Par exemple, j'ai des Bitcoins, mais en fait, ils sont en NFT. Euh, je vais faire des petits flips NFT pour. Alors, sur Bitcoin, on appelle ça des ordinaux, mais du coup, je Ah oui. simplifie. Je dis. Euh, En fait, c'est des NFT inscrits directement sur chaque bloc de Bitcoin, alors que sur Ethereum, en fait, un NFT, c'est un smart contract qui émet ce NFT. Euh, et du coup, en fait, j'ai mes Bitcoins, mais qui travaillent d'une certaine manière pour essayer d'en avoir plus. Donc, je vais acheter à 0,1 Bitcoin et je vais essayer de revendre un petit peu plus haut pour toujours faire travailler mes bitcoins et toujours optimiser. Pareil sur mes Ethereum, j'essaye de faire des trucs avec un petit peu de DeFi, un petit peu de stacking, mais on va dire que c'est un petit peu mon côté geek qui aime bien. C'est peut-être pas le truc le plus optimisé. Des fois, je gagne, mais comme tu payes beaucoup de frais sur Ethereum, bah, au final, tu perds un petit peu au change. Donc voilà. Je ne sais plus ta question initiale, je me suis perdu. C'était par rapport aux différences entre le bull run de 2020-2021 et le bull run actuel, bon ben notamment sur j'ai moi-même fait une digression sur ma propre question, de savoir si à ton sens on était déjà en alt season ou pas. Donc voilà, pour Pour toi moi, c'est pas encore le cas, non, quoi. les narratifs IA, oui, ils fonctionnent. Mais pour autant, pour moi, tant que Ethereum ne rattrape pas vraiment Bitcoin, on n'est pas en all season. All season, là, on voit sur les dernières semaines, Bitcoin, il prend des 3-5% par jour, limite. En all season, c'est ça, mais 10-15% par jour.
Et moi, la vision que j'ai aujourd'hui des marchés, d'ailleurs, merci à Rémi qui m'avait fait ouvrir les yeux là-dessus, où, alors même si il parle pas trop crypto, mais j'ai Non, fait des non, c'est pas paris. trop sa tasse de thé. Mais du coup, ouais, c'était vraiment la navigation des capitaux, donc au sein des marchés financiers globaux, mais au sein aussi du marché crypto, où les institutionnels, aujourd'hui, ils rentrent sur le Bitcoin parce qu'il n'y a pas forcément d'autres solutions. Si on a l'approvement de l'ETF ETH, Hmm. peut-être qu'ils vont pouvoir s'exposer un peu plus. Et du coup, c'est des capitaux hors crypto qui rentrent dedans par le Bitcoin et puis théoriquement qui vont se déverser petit à petit donc sur Ethereum et sur les altcoins. Et généralement, enfin, dans tous les marchés financiers, c'est comme ça, c'est Bitcoin, tu as beaucoup de liquidités, tu as beaucoup de volume, donc on rentre par là. Et petit à petit, une fois que c'est trop gros, il n'y a plus trop d'asymétrie, ben on va aller sur les autres places en crypto, donc Altcoin, Ethereum. Mais du coup, ça va être beaucoup plus explosif. Donc là, c'est un pari un peu long terme que je tiens depuis 2 ans sur All-in Ethereum. Et dès qu'Ethereum il rattrape son retard sur Bitcoin, je commence à m'exposer sur des altcoins. D'ailleurs, je le fais actuellement. Bon, du coup, je donne des bouts de ma stratégie. C'est pareil, hein, une stratégie, ça dépend de son profil investisseur. Chacun fait au mieux, il n'y a pas de vérité unique. Mais par exemple, là, toutes les semaines, voilà, toutes les 2 semaines, je vends peut-être 1% de mes Ethereum pour recharger quelques altcoins. Donc, comme toi, tu vois, j'ai une grosse liste, j'ai des alertes et toutes les 2 semaines, je vais checker, OK, lui, il est un prix intéressant, donc je vais accumuler un petit peu. Donc voilà un petit peu comment je m'expose. Et si Ethereum commence à accélérer très fort et rattrape Bitcoin, bah là, je vais peut-être mettre 2-3% toutes les 2 semaines sur des altcoins. Donc vendre mes Ethereum pour aller sur des altcoins. Ok, hyper intéressant. Je te remercie encore une fois pour le partage en toute transparence que tu fais. Donc, effectivement, une grosse exposition Ethereum. Ah oui, sur les ETF, moi, il y a quand même un questionnement parce qu'effectivement, habituellement, c'est ce qu'on voit. Il y a de la liquidité qui se déverse au niveau du Bitcoin, puis ensuite, ça ruisselle au niveau du reste du marché avec le TH et puis les alts, avec aussi à l'intérieur de la partie alt, une rotation en termes de secteur. Comme tu l'as évoqué, notamment voilà, la DeFi, les Real World Assets, les jeux Web3, l'IA, etc. Il y a tout un tas de secteurs. Les meme coins, les shitcoins aussi. Et, moi, je me demande si aujourd'hui, vu que l'argent il rentre via l'ETF Bitcoin, euh, pour moi, il n'y a pas la même capacité à aller ruisseler derrière sur le marché des alts. Effectivement, et c'est pour ça que moi, dans mon postulat, c'est de dire, ok, ben là, il y a eu l'ETF Bitcoin. Je pense que l'argent qui va dans les ETF aura la possibilité de ruisseler sur les alts qui seront aussi, qui auront aussi leurs ETF. Donc, effectivement, potentiellement, le TH, je crois que c'est en mai que ça pourrait arriver, ce qui pourrait occasionner une belle hausse et le même genre de choses que l'on voit aujourd'hui au niveau du Bitcoin. Rien qu'en termes de stratégie de diversification de la part des institutionnels, puisqu'encore ce matin, j'ai vu passer, hop, alors déjà, je crois que c'était hier ou non, c'était avant-hier. Il y a eu un pic encore d'argent qui a été déversé dans les ETF Bitcoin qui a fait un nouveau plus haut. Et voilà, c'est Fidelity qui a 4500 milliards de dollars d'actifs sous gestion qui recommande une allocation de 1 à 3% en Bitcoin. Et Ouais. ce serait pas déconnant, alors c'est juste démentiel, hein, et ce serait pas déconnant d'avoir le même genre d'annonce si l'ETF ETH est accepté. Mais par contre, derrière, au niveau des alts, alors ceux qui sont exposés directement à l'écosystème crypto sans passer par les ETF, ils vont profiter aussi de la hausse. Mais l'argent qui est dans les ETF, je suis du coup pas certain qu'il ait la capacité. Pour moi, ça change un peu la donne quand même en termes de capacité à ruisseler sur le reste du marché. Oui, je suis d'accord avec toi. Par contre, du coup, je rebondis à ce que tu me disais, les différences de bull run. Pour moi, la plupart des altcoins du dernier bull run ne vont pas forcément se relever. Faut jouer les narratives, donc IA, Depin ou autre. Et du coup, oui, il y a des sortes de cloisons à cause des ETF où les liquidités ne peuvent pas se déverser dans les autres. Donc pour moi, il y a une nécessité d'avoir l'ETF ETH. Par contre, ils vont pas faire des ETF pour tous les altcoins, je pense, en tout cas pas dans l'immédiat.
Euh, Par contre, ceux qui font pumper le marché, bah, ils étaient présents au dernier bull run et ils sont toujours présents à ce bull run avec des liquidités dans la crypto-monnaie hors ETF. Et donc, je pense que ces personnes-là ont la capacité à faire pumper des altcoins, des nouveaux altcoins qui ont peu de volume, peu de liquidité, donc ça va être aussi explosif. Donc en soi, oui, il y a beaucoup de liquidité qui va sur le Bitcoin via l'ETF. C'est la liquidité qui aura des difficultés à se déverser sur les altcoins, mais pour autant, je ne me fais pas de soucis sur les whales qui sont déjà présentes en crypto-monnaie qui vont faire pumper aussi des altcoins comme on l'a vu sur les derniers bull runs, quoi. Mais c'est sûr que ça fait un petit frein quand même là-dessus. Ouais, après, c'est là où je pense que ça peut devenir du délire, comme on a pu déjà connaître, c'est l'arrivée vraiment du retail, puisque, en tout cas, moi, de ce que j'avais vu et du point que j'avais fait sur le marché crypto il y a de ça une semaine et demie, où justement, je me suis dit, bah, en fait, je vais encore recharger. euh, bon, bah, a priori, vu la charte, c'était pas déconnant. On n'a pas encore le grand public qui est dessus. Ouais, Et ça, c'est assez délirant en fait, de se dire, ok, on est déjà à 59 300 au moment où on se parle. ouais, Et, et on a, bah, d'après, en tout cas, moi, ce que je vois au niveau de Google Trends, des indicateurs de réseaux sociaux, d'activité sur les réseaux sociaux, il y a encore bien de la marge, quoi. ouais. Après, c'est pas non plus étonnant parce que on n'est pas quand même, enfin, on n'a pas pété la TH et on C'est n'est pas vrai. revenu sur des niveaux. Si tu regardes les altcoins, par exemple, le Theta, je regardais hier, il a pris 20%. Oui. Et en fait, le Theta, tu dézoomes, je crois il était à 12-15 $. Donc en fait, il est encore à moins 80%. Donc oui, on est sur des grosses hausses par rapport au point bas. Je rappelle qu'on ne peut jamais acheter au point bas et revendre au point haut, mais on est quand même très loin des ATH. Donc d'un point de vue retail, ça ne m'étonne pas que personne n'est là. Et surtout, nous, ça nous paraît, on se dit, ça y est, on est milliardaire en crypto, mais au final, il ne s'est pas passé grand-chose, quoi. Le Bitcoin n'est pas à l'ATH bientôt, mais Ethereum, du coup, il est même pas enfin, il est encore à 40% de son ATH, peut-être. Et les altcoins, il faut qu'ils refassent un x10 pour qu'il soit tout en haut. Donc, ça m'étonne pas qu'il n'y ait pas de retail pour l'instant. Par contre, je pense que ça sera surveillé sur les prochaines semaines, mois. Mm. Donc, peut-être faudra que je rallume la télé ou que je m'en achète une même pour voir BFM TV, pour savoir quand vendre. Mais ouais. Et puis, on a quand même vécu un long bear market. Donc, nous qui étaient présents, bah, c'était dur. Et du coup, aujourd'hui, on se dit, ah, ça y est, ça revient. Mais du coup, on a vécu toute cette hausse de 16 000 à 60 000. Mm. Donc, pareil, ça revalide un biais en mode, OK, c'est bon, c'est reparti, on est dedans, etc. Alors que si on dézoome, il y a la liquidité sur le Bitcoin, mais il y a zéro liquidité sur les altcoins, hein. C'est pas 10 cryptos de l'IA qui valent 1 milliard qui vont changer la donne, quoi. Ah, c'est vrai qu'au niveau des alts, alors je regarde le total 3 en excluant du coup le Bitcoin, le TH et les stablecoins. Et donc depuis voilà octobre 2023, on a fait un bon quand même un plus 123%. Ouais. Mais on est encore loin de ce que l'on a pu connaître entre mars 2020 et donc 8 novembre 2021, où en totalité, on s'est fait un plus 3180%. Ouais. 120%, voilà, 3180. Bon, bah, faites vos comptes, quoi. Ok, je regarde mes petites questions. Alors justement, on a évoqué l'aspect super cycle. C'était moi-même un truc que j'envisageais lors du dernier Ball Run. Là, à nouveau, je me pose la question, tout en me disant, ok, il faut vraiment faire gaffe tu sais, au fameux, cette fois c'est différent. Toi, comment tu l'envisages? Est-ce que tu vois un potentiel, est-ce que tu l'envisages sérieusement, un potentiel super cycle? Comment tu vois sur allez, je vais te demander de faire Madame Irma en quelque sorte, quoi, mais sur les 5 années à venir, l'évolution du marché crypto, est-ce que tu as des scénarios par rapport à ça?
Voilà, comment ce qui se passe actuellement pour toi influence cette vision. 5 ans, c'est très compliqué. Et pour moi, 5 ans, enfin, du coup, je te donne une réponse de ce On que pourrait j'ai dire à vécu. 3 ans. Allez, on pourrait dire à 3 ans. 3 ans, ouais, voilà, pour moi, il y a deux scénarios. Et c'est soit ça part en super cycle, ou soit, moi, je suis plus sur le super cycle, mais là, soit ça continue de monter. On se tape des petites corrections de 15-20% sur le Bitcoin, donc un peu plus sur les altcoins. Puis ça monte 100, 150K, voire 200K. Et après, re-bear market. Donc ça, c'est le schéma classique des dernières années. Mais cette fois, c'est différent. Non, je rigole. Et si on est sur un super cycle, bah je pense qu'il faudrait une correction un peu plus saine là sous les prochaines semaines, prochains mois. Quelque chose qui punisse un petit peu le narratif IA, donc faut taper un petit peu fort sur le Bitcoin, je pense. Et puis derrière, continuer à remonter avec des phases d'accumulation. Donc ça peut aller, Bitcoin, il va aux 70 000, correction moins 10%, puis après ça accumule pendant plusieurs mois pour faire un peu perdre espoir aux gens, en mode, ah, bah, en fait on va aller plus bas. Et puis après ça remonte petit à petit. Mais je pense que ce qu'on a vu sur les derniers mois, où on est passé de, je ne sais plus exactement, peut-être de 38 à voilà, 55. En fait, ça, personne l'a anticipé. Personne. Alors oui, il y a eu l'ETF, donc des entrées de capitaux. Mais en fait, là, sur les dernières semaines, c'est très. Enfin, ça monte petit à petit, quoi. Euh, Pas assez pour moi pour faire FOMO, pour que les médias en parlent, et pas. Et l'inverse, du coup, et pas pour que les gens paniquent. Donc en fait, ça monte doucement, doucement, doucement. Et du coup, on regarde il y a un mois, ah, on a déjà pris 30%. Et du coup, pour moi, c'est comme ça que ça se caractérise un super cycle, où en mode, on n'a pas le temps de voir venir la hausse. On est déjà dans le train, ça monte et on se fait emporter euh, avec des corrections plutôt saines. Donc moi, ce que je vois, c'est plutôt un super cycle. Si potentiellement, il y a, pareil, l'imprimante à billets depuis des banques sur cette fin d'année. Ça peut refaire pousser un petit peu tous les marchés. Si S&P 500, les marchés classiques, ils sont sains, les cryptos vont monter encore plus. D'autres ETF sur les cryptos, bah, ça peut faire monter encore plus. Après, voilà, c'est aussi le scénario de cette fois, c'est différent et à chaque fois, au final, dans tous les cas, c'est pour nous faire balader psychologiquement. Donc, c'est très dur à ce niveau-là de savoir où est-ce qu'on ira, quoi. C'est vrai que moi, ça me donne un sentiment, toute la hausse en fait que l'on a eue depuis voilà, janvier 2023. D'ailleurs, j'ai un ami Fabien hier qui m'a rappelé une vidéo que j'avais sortie là, il y a un peu plus d'un an, en janvier 2023. Et il me disait, ah ben tiens, en fait, t'avais raison, t'avais bien vu le truc. Et je l'ai re-regardé hier en me disant, ah ouais, en fait, j'avais pas été mauvais. Et moi, ça me donne un sentiment, là, la hausse depuis janvier 2023, en quelque sorte un rouleau compresseur, quoi. Ça Ouais. avance, ça avance, ça avance, ça avance, et puis ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Alors, ok, on a des petites corrections in fine par rapport à ce qu'on a pu connaître de moins 20%. Mais ben, on a des marges d'escalier vraiment qui sont posées. Une phase quand même de latéralisation entre avril 2023 jusqu'à octobre 2023 qui a été assez saine au final. Et puis ben voilà, ça repart et bon ben on le voit les inflows côté ETF qui continuent. C'est vraiment moi ça cette sensation de tout en fait tout ce que tout le monde attendait depuis des années avec la sortie de Ouais. l'ETF Beacon disant bah à ce moment-là les institutionnels ils vont être en mode rouleau compresseur, on est en mode diversification. Allez, eh ben on achète. On achète parce que il faut qu'on ait notre allocation par rapport de 1% à 3% par rapport à la totale des actifs que l'on gère. Et on a voilà, vraiment ce côté, les mastodontes sont là, quoi. Et ils poussent, ils poussent, ils poussent. Sachant en plus de ça, je crois que je l'avais évoqué, ouais, c'était dans ma dernière vidéo point crypto. Il y a les, je crois que c'est les conseillers financiers ou un truc comme ça, je me rappelle plus exactement, mais qui doivent attendre 60 jours après la sortie d'un ETF avant de pouvoir le conseiller justement, cet ETF. Et donc on n'est même pas aux 60 jours en question, où il y a une armée de personnes qui vont pouvoir parler à leurs clients de l'ETF Bitcoin. On a tout juste un ETF Bitcoin qui s'est mis à faire de la pub aussi.
Donc on a Ouais, encore toute la phase marketing qui s'est même pas déployée. Voilà, une fois encore, hein, pour moi, en prenant les choses d'une manière extrêmement pragmatique, en tout cas je l'estime, on a encore tellement de choses à venir et qui peuvent du coup pousser le prix et qui à mon sens sont pricés mais que partiellement, qu'effectivement un côté super cycle est envisageable. Ouais. ouais, je suis également de cet avis. Après, c'est pas. Ouais, ça dépend aussi de ton profil d'investisseur. Ça sert à rien de se dire, ouais, je vais essayer de vendre tout en haut. C'est plus en fonction de tes investissements déjà présents. Par exemple, si nous, on a des startups, tu sais que tu vas faire un exit dans 2 ans, bah, en fait, tu auras peut-être moins besoin de liquidité à ce moment-là. Donc, tu vas rester plus exposé en crypto-monnaie. Donc, au final, moi, je ne vais pas forcément timer ma stratégie en fonction du cycle crypto. Bien sûr, je vais essayer d'extraire un maximum de valeur. Mais potentiellement, si je sais que, imagine, on est au top, comme par hasard, je fais un exit d'une startup, je récupère un bon billet, bah, psychologiquement, je vais me dire, OK, bah, au final, j'ai pas tant besoin de liquidité que ça, donc je vais rester, même si j'ai des signaux de vente. Donc, il y a ça aussi à prendre en jeu en fonction de ton profil d'investisseur, je pense, à ce niveau-là, quoi. Est-ce que toi, Euh, tu t'es fixé une target en termes de valorisation du portefeuille en disant, bon, bah, si ça arrive à ce niveau-là, ok, je sors, ou des paliers de sortie. Non, et justement, ouais, tout à l'heure, je voulais t'en parler. Du coup, avec ma communauté, des fois, je fais des petits sondages et peut-être tu pourras en faire, c'est marrant, où je demande les multiples qu'ils souhaitent faire. Hmm. Et il y en a qui, en fait, c'est même pas en termes de multiples, mais c'est plus en termes de patrimoine, où il y a des gars qui veulent atteindre 500K et ils ont 1000 $. T'en as, ils veulent atteindre 1 million, mais ils ont 500K. Donc en fait, t'en as, ils visent des fois 100, t'en as, ils visent des fois 10, t'en as, ils visent des fois 5. Moi, je vise, en fait, j'ai pas vraiment de target pour te répondre, mais de mon capital en crypto, je me dis, fois 3 fois 4 fois 5 c'est déjà un bon billet quand même. Ouais. Donc au final, je pense que je vais, et je réfléchis pas comme ça, mais tu vois, si je fais un fois 4 ouais, je me dis, ah ouais, c'est quand même beaucoup. Pour autant, je pense que je vais peut-être continuer à faire des ICO, des trucs comme ça à gauche qui peuvent booster mon capital. Euh, mais ouais, c'est pas évident vraiment à répondre et comme je t'ai dit, ça dépend des liquidités, si je fais un exit à droite à gauche, si j'ai des opportunités, puis si j'ai une ICO qui me paraît très bien, bah, je vais mettre un billet encore. Donc j'ai pas vraiment de target en me disant, ok, là, il faut que je retire. Par contre, peut-être je vais me forcer à vendre et rester en stablecoin. Mais ces stablecoins, pareil, tu vas avoir la tentation de dire, OK, qu'est-ce que je fais avec? Peut-être je reprends une opportunité crypto, peut-être je vais ici, ici. Donc, compliqué de répondre comme ça. Ça Alors, dépend, je moi, pense. j'ai une technique en fait, justement, parce que à mon sens, c'est un élément de blocage pour prendre des profits. La technique dont je parle d'ailleurs dans Fast Track, je crois que dans la vidéo Les bonnes pratiques de base, je l'évoque, c'est d'avoir déjà en fait son Google Sheet à soi ou avec une répartition de son patrimoine sur les différentes classes d'actifs sur lesquelles on veut se positionner. Et à un moment donné, de dire, ok, ben si tu as, je sais pas, une exposition crypto qui représente 80% de ton patrimoine net, bon ben d'en vendre à minima peut-être la moitié pour ensuite réallouer automatiquement par rapport au pourcentage que tu as défini dans ta répartition de patrimoine, pas forcément d'un seul coup, hein, mais progressivement sur allez, 1 an ou 2 ans, c'est pas déconnant. Que ce soit, ben, il y a quand même un paquet de trucs à faire en termes d'immobilier. Tu vois, typiquement juste à côté de chez toi, tu peux investir bah, en Estonie ou en Lettonie. Tu peux d'ailleurs investir aussi en immobilier. Bah, il y a Romain Armato pour ça. T'as bah, Rémi que tu connais où il a son club aussi avec des portefeuilles en termes de bourse, bah, de réallouer une partie là-dessus aussi. Il y a du lending, enfin il y a plein de choses à faire et peut-être que, alors c'est ma suggestion hein, en toute bienveillance, de faire, je sais pas si tu as fait ce Google Sheet en termes de répartition patrimoniale sur l'ensemble. Ouais, j'ai un suivi depuis 3 ans sur mon Ok, patrimoine. ok, et peut-être te donner une limite aussi en termes de représentation de la crypto dans ton patrimoine, de dire ok, bah, et là il faudrait quand même pas que ça dépasse, je sais pas, 40%, et quand ça dépasse, ben Ah, tu c'est un vends. peu plus, ouais. Ouais, voilà, mais à toi de voir, comme tu le dis, très justement, c'est extrêmement personnel et puis tu peux te permettre aussi de prendre
certains risques parce que tu as 25 ans, que t'as pas d'enfant, que t'es pas marié, que tu as toute la vie devant toi et qu'effectivement, s'il y a un bon moment où on peut se permettre de prendre un peu plus de risques, c'est quand même à ton âge. Donc, c'est pas déconnant. Après, voilà, je te donne mon point de vue, encore une fois en toute bienveillance, de quand même se donner des limites en disant, et d'avoir un plan en amont en disant, quand j'arrive à ce X% sur mon patrimoine, tout ce qui est au-dessus, je coupe, je récupère, je réalloue sur les autres classes d'actifs. Ça me paraîtrait assez sain pour prendre les bonnes décisions au bon moment, toujours avec cette approche de j'ai des scénarios, j'ai déjà mon plan qui est défini, et puis quand ça se produit, j'ai juste à suivre, quoi, sans trop me poser de questions et être trop influencé par les émotions et le FOMO qu'on va tous et l'euphorie qu'on va tous avoir Ouais. si ça continue comme ça, quoi. Yes, carrément. Après, voilà, je sais pas, Pour moi, ce truc de se dire, je te mets des targets en fonction d'un patrimoine, c'est sous-optimisé. Et en fait, ça dépend pas forcément de facteurs des marchés financiers. Donc, si j'estime que je peux extraire encore de la valeur de ça, je pense que je resterai dedans. Après, voilà, si j'ai des startups où potentiellement ça va faire des exits aussi, là, enfin, tu vois, si limite tu fais un Mm. exit, l'exit, tu gagnes plus que ton patrimoine crypto, tu vas te dire, OK, au final, mon allocation, là, c'est 50% cash et 50% crypto. Allez, c'est sûr. Donc, à gérer à ce niveau-là, quoi. Mais ouais, je vais Euh, dessus et voir. une bonne question, je pense, à se poser aussi, c'est à un moment donné de se dire, ok, si là aujourd'hui, c'est Yann Darwin qui appelle ça la méthode du cul propre, c'est de se dire, euh, alors moi je l'ai formulé d'une autre manière, hein, c'est de se dire, ok, est-ce qu'aujourd'hui, si je devais rentrer sur le marché crypto, est-ce que j'y foutrais cette somme? Ouais, Et si la réponse c'est non, c'est peut-être qu'effectivement il faut peut-être prendre des profits, quoi. Voilà. Bon, c'était ouais. mon petit instant partage. Ah, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir cette image-là à l'instant T, quoi. OK, aujourd'hui, tu es là, est-ce que je rentrerai avec tout mon capital? Je pense que la plupart du temps, ça dépend combien tu exposé, mais par exemple, là, moi, je te dirais non, je rentrerai pas avec cette somme. Pour autant, vu les configurations de marché et mon profil Voilà, d'investisseur, ouais, c'est toujours une histoire dure. Et puis aussi, ouais, à ça, il faut peut-être rajouter la question de, ok, par rapport à l'état du marché aujourd'hui, combien je pense que je peux encore estimer gagner versus combien je peux perdre si ça continue pas de pousser, quoi. Pour clôturer du coup cette vidéo, écoute, je te remercie vivement parce que je trouve que c'était un échange de qualité avec vraiment des insights à l'intérieur qui, je pense, seront utiles à tous ceux qui la visionneront. Euh, Quels sont tes projets futurs là aujourd'hui? Est-ce que toi tu comptes rester en Estonie? Est-ce que tu penses bouger? Euh, voilà, sur les années qui viennent, comment tu te projettes dans ton Elliot dans 10 ans, qui n'aura que 35 ans? ouais. Écoute, en Estonie, généralement, la plupart des personnes sont d'accord pour dire qu'on va pas rester toute notre vie. Aujourd'hui, ça fait presque ouais, non, 2 ans et demi que j'y suis. En soi, je m'y sens bien pour plein de raisons. Mais je regarde un petit peu aussi du côté du Monténégro en ce moment. Ok. Donc, qualité de vie bien supérieure, accessibilité facile. Tu as deux aéroports, tu as la mer, tu as la montagne. La mer, c'est la plus belle, la mer la plus propre du monde. Enfin bref, pas mal d'avantages d'un point de vue qualité de vie. D'un point de vue euh, business, ça va. Enfin, les sociétés, c'est pas incroyable, mais tu dois être à même pas entre 5 et 10% d'impôts sur à peu près tout, Hmm. grossièrement. Ça reste intéressant, mais c'est plus pour la qualité de vie que j'irai là-bas éventuellement. Donc, je vais voyager plusieurs fois et puis voir si j'ai envie de m'y installer. Ah oui, et surtout, là-bas, moi, je vise pas un appart ou une villa vue mer, c'est accès mer que je veux. Et c'est pas si excessif que ça, parce qu'en location, tu dois être à 2500, 3000 euros par mois pour de Ça va. l'accès mer. Et sinon, villa à l'achat, ouais, tu es à allez, entre 700 et 1 million accès mer. Donc, on est quand même sur des prix au mètre carré du style à 4000, 5000 euros le prix au mètre carré.
pour un accès mer, donc c'est quand même relativement faible. Et c'est juste en dessous de la Croatie, donc potentiellement ça va augmenter, à voir. Donc voilà, d'un point de vue expatriation, j'ai envie d'aller voir là-bas. Et puis d'un point de vue business, comme je te disais, prépare un peu l'après bull run. Je pense que c'est important aussi d'un point de vue psychologique de se dire, OK, de pas rester focus dans le bull run, il n'y a que les cryptos, il n'y a que ça. Donc je prépare l'après, potentiellement sur le C'est private simple, equity. c'est très bien. Mm. Donc, je construis mon réseau aujourd'hui avec toi notamment et Fast Track Investor sur le private equity, les startups. On verra pour l'investissement, pour plein d'autres choses, mais aussi potentiellement bosser avec la boîte où je suis business angel, parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire d'un point de vue opportunité, business et argent aussi. Je pense que ça va être difficile de trouver mieux aujourd'hui. Et même ce que je conclurai et ce que j'aime bien dire, c'est plus on remonte la chaîne logistique et plus on peut gagner et aussi donc, gagner d'un point de vue financier, d'un point de vue network Mm. où on va dire que tu as l'investisseur, tu as potentiellement le mec qui vend des formations, tu as le courtier. En fait, plus tu remontes et plus tu vas gagner parce que tu te places à la base de tout et tu as plein de gens qui construisent au-dessus de toi. Et du coup, la société là où je suis business angel, c'est vraiment infrastructure Internet. Donc, tu héberges toutes les blockchains, tu héberges tous les IoT, les objets connectés, le Web 2, etc. Donc, on est vraiment à la base de tout. Et du coup, tu dois dealer avec des gouvernements, tu dois dealer avec des grosses sociétés. Mais du coup, tu as des deals gagnant-gagnant parce que les mecs, ils sont contents de t'utiliser toi. Donc, ils vont te payer au-dessus. Donc, ils vont te développer au-dessus de toi. Et du coup, tu es, résilient à tout type de problématiques parce que les mecs, ils ne peuvent plus se passer de toi. Donc, c'est un peu comme ça que je vois le business. Et c'est là-dessus où je m'oriente, où être une base solide et les mecs n'ont pas le choix que dépendre de toi. Donc, là-dessus, tu peux être résilient à toute épreuve, peu importe ce qui se passe en Europe ou, ou dans Mm. le reste du monde. Ok, bah écoute, encore une fois, hein, je suis admiratif de ton mindset, des réflexions que tu as à ton âge. Moi, il m'a fallu beaucoup plus de temps pour arriver à des conclusions similaires. Et puis, c'est notamment ce positionnement en mode pierre angulaire pour d'écosystèmes que tu crées autour de toi et où tu vas pouvoir vraiment servir de socle pour propulser des projets et en tirer la valeur avec un minimum d'effort, de par justement l'environnement que tu as créé avec voilà, ce que tu fais depuis maintenant 3 ans que tu continues de développer. Donc écoute, merci beaucoup. Je pense que ça va vraiment en inspirer plus d'un. À nouveau, je vous le dis, vous avez donc le livre d'Eliott qui est disponible sur Amazon. Donc vous avez le lien, je vous le mets en description. Voilà, qui crée l'argent, excellent. Et de la même manière, les différents réseaux sociaux où on peut te suivre. Donc bien sûr YouTube, mais il y a aussi donc Instagram, potentiellement Twitter. Enfin, tu me donneras tes différents réseaux et je mettrai la collection en description et en commentaire épinglé de la vidéo. Merci beaucoup, Elliot. Ça a été un grand plaisir de t'accueillir sur ma chaîne. Et puis, un grand plaisir aussi d'avoir pu t'accueillir dans le programme Fast Track Investor. Et puis, écoute, à très bientôt. Moi, je te dis à très bientôt. Et puis, les auditeurs, je vous invite encore une fois à aller suivre les partages d'Elliot sur son parcours d'investisseur. Et notamment, c'est le sujet chaud du moment, la crypto. Ça. Bonne journée. Allez, merci.